Salut les terriens. Aujourd'hui, pour ce journal de la Starbase, nous irons ensemble faire le point sur les travaux et les dernières avancées du programme Starship de SpaceX à Boca Chica au Texas, une véritable épopée dont le point d'orgue de 2023 a eu lieu en novembre dernier avec cette seconde tentative de vol du duo S-25B9 qui a permis à l'entreprise d'acter des progrès considérables, autant au niveau de son pas de tir et de cette sécurité qui lui faisait tant défaut, que sur l'amélioration de ses deux étages, ces deux prototypes qui, comme leurs deux prédécesseurs, les S-24 et B7, sont rentrés dans l'histoire avec perte et fracas. Une acquisition considérable de nouvelles données pour SpaceX et la promesse d'un troisième tir tout aussi spectaculaire, mais néanmoins avec une différence de taille, un programme de vol bien plus étoffé et des manœuvres qui n'ont jamais été tentées jusque-là. Mais avant de nous pencher sur tout ça, restons bien les pieds au sol, le seul endroit où tout se joue réellement aujourd'hui. Allez, c'est parti, on décolle pour la Starbase de Boca Chica. Pour commencer en douceur ce tour d'inspection de la Starbase, et si vous vous intéressez au réseau X, l'ancien Twitter, dont Elon Musk a fait l'acquisition, vous êtes sans doute au courant de cette nouvelle intelligence artificielle développée par la société xAI, elle-même fondée par le PDG de SpaceX. Grok, un nom guttural pour une intelligence gavée aux hormones, qui certes est encore en phase expérimentale et qui se veut un simple agent conversationnel proposé en avant-première aux abonnés Premium Plus du réseau en question. Censé simplement concurrencer ChatGPT, l'IA développée par OpenAI, Grok pourra être utilisé comme, je cite, un puissant assistant de recherche en aidant à accéder rapidement à des informations pertinentes, à traiter des données et à générer de nouvelles idées. Cependant, et c'est là une différence majeure, cette nouvelle intelligence artificielle aura accès à la totalité des données publiées sur X, et ceci en temps réel, ce qui lui donnera un avantage majeur sur les autres modèles, précisé en fin 2023 Elon Musk dans un tweet. Bref, vous commencez à connaître le bonhomme, il ne compte pas passer à côté de la moindre révolution technologique sans se l'être approprié au préalable et sans l'avoir rendu sexy aux yeux du public. S'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à SpaceX, c'est de respecter les traditions, à l'image de cet engin de chantier décoré pour Noël, une façon pour l'entreprise de souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année à l'ensemble de ses employés et de ses aficionados partout à travers le monde. Mais laissons un peu les news légères et les traditions pour aller faire un tour du côté de l'innovation, dont l'entreprise a largement fait preuve depuis qu'elle s'est lancée dans ce programme du Starship, et pour commencer, rendons-nous sur le site de lancement. Cela ne vous aura pas échappé, nous sommes en début d'année et les bonnes résolutions de SpaceX s'accompagnent d'actions bien précises, à l'image des réservoirs verticaux de la ferme orbitale qui ne vont pas tarder à être démantelés en raison de leur trop grande exposition aux ondes de choc et éventuellement projection de débris lors des lancements ou tirs statiques. L'entreprise a bien démarré le processus puisqu'en fin de semaine dernière, elle a déjà commencé par retirer la coque de l'un des réservoirs d'eau, celui qui n'était pas utilisé jusqu'alors et qui originellement, rappelez-vous, était destiné en 2021 à stocker du méthane. Malgré plusieurs tentatives de réparation, ce dernier est resté défectueux et donc hors service, et ce n'est que par la suite que SpaceX a finalement décidé de le reconvertir en réservoir d'eau. Afin de retirer définitivement ces deux réservoirs actuellement en place, l'entreprise devra dans un premier temps d'abord faire de la place pour les équipements supplémentaires qui les remplaceront dans leurs fonctions, comme l'explique bien ici Zach Golden. Pour rappel, l'eau est le composant principal du système de pressurisation, notamment pour les 5 réservoirs restants de stockage cryo-verticaux, ainsi que pour les 7 autres horizontaux actuels. Les vaporisateurs permettent de renvoyer l'azote, l'oxygène et le méthane vaporisé vers les réservoirs de stockage cryogénique afin d'éviter l'effondrement des réservoirs de stockage et garder une pression constante. C'est donc une toute première étape qui a été franchie, avec, comme vous pouvez le voir sur ces images de Starship Geyser, une coque de protection qui a été retirée pour être ensuite découpée en morceaux afin d'être évacuée du site de lancement. Une opération qui a commencé par la sécurisation et l'attache à la flèche de la grue, puis par la découpe de la coque à sa base, ensuite par le soulèvement de cette dernière, et enfin, après la dépose, par une découpe en plusieurs segments afin de pouvoir l'évacuer plus facilement du site de lancement. C'est donc une page qui se tourne en ce début janvier, avec une ferme à ergols remaniée dans un but bien précis, éviter toute catastrophe sur le pas de tir. Et oui, à ce stade, l'entreprise qui s'est faite une certaine réputation avec ses explosions en tout genre doit désormais homologuer chaque procédure et infrastructure afin de les rendre compatibles avec une activité pérenne. Nous l'avions évoqué il y a quelques semaines, la destruction du pas de tir suborbital A fait que le S-28 est le dernier Starship à effectuer un tir statique dans ce lieu et le B-10 le dernier booster.
Les récentes déclarations de Katie Luders, en charge des opérations de la Starbase, ne laissent aucun doute à ce sujet d'ailleurs, puisque désormais, tous les tests des prototypes seront menés sur le site de Massey, un site en pleine réorganisation également. Et puisqu'on parle de la Star, le S-28 est parti se réfugier sur le site de production, tout comme récemment son acolyte le B-10, afin de passer les dernières révisions et s'assurer qu'il est fin prêt pour cet immense destin qui l'attend. Les derniers aménagements étant sûrement encore en cours au sein du second Mega Bay, les équipes de SpaceX ont décidé de l'installer confortablement au sein du High Bay, l'un des plus petits hangars du site de production, si le mot petit a toutefois encore un sens dans le gigantisme ambiant de la Starbase. Puisque nous sommes au cœur de la matrice du programme Starship, attardons-nous un instant car il y a pas mal de choses à voir de ce côté-ci, avec, comme par exemple sur place, la fameuse section de séparation à chaud des 2 étages qui avait été testée sur le site de Massey avec succès, permettant ainsi à SpaceX d'équiper ses boosters avec cette nouvelle pièce maîtresse et que l'on voit ici être retirée de l'article de test. Alors ira-t-elle rejoindre un musée de l'aérospatiale ou sera-t-elle installée sur un nouveau booster ? Et je ne pose pas la question au hasard, car avec la seconde tentative de vol, l'entreprise doit avoir un flot de nouvelles données à analyser et à interpréter, notamment sur cette section. A-t-elle fait véritablement le boulot qui lui était demandé lors de la séparation à chaud des 2 étages ? Bon, à l'heure qu'il est, il semblerait bien que oui. Alors pourquoi par exemple ne pas l'installer sur ce nouveau booster, aperçu ici à l'embrasure d'une porte de la Star Factory ? Vixie, l'agent de terrain de la Padre, se demande d'ailleurs s'il ne s'agit pas du B-15. En tout cas, il sera de plus en plus difficile de voir la genèse première des prototypes au sein de la pouponnière, tant et si bien que celle-ci ne cesse de se fermer jalousement à tout regard extérieur. Il est vrai qu'avec la progression fulgurante des travaux de cette gigantesque structure d'acier, digne des énormes gigafactories de Tesla, il sera de plus en plus compliqué de glisser un œil indiscret dans les entrailles de la bête, mais rassurez-vous car il y a toujours un moment où l'article est libéré du ventre de la Star Factory, une occasion rêvée pour les objectifs des caméras de NASA Spaceflight de capturer ce nouveau booster. Enfin, en provenance directe de Floride, les premiers segments tant attendus de la seconde tour de Boca Chica, arrivés sur une barge automatique depuis le port de Brownsville, voilà déjà une section livrée avec 2 réservoirs verticaux, prête à être transportée jusqu'au site de Sanchez, où elle sera entreposée avant d'être assemblée avec les autres dans un lieu encore incertain. Alors, certains pensent que, comme dans les prévisions de SpaceX, elle sera édifiée elle aussi sur le site de lancement, ce qui semble logique puisque le pas de tir suborbital B sera appelé à disparaître prochainement, comme le pad A, en raison des transferts de la procédure des tests sur le site de Massey. Ainsi, la place vacante ne le restera pas bien longtemps. D'autres pensent à l'inverse, que ce sera justement sur le site de Massey qu'elle sera construite, ou même carrément sur le site de Sanchez. Et bon, sachant que les prédictions annoncent entre 4 et 5 lancements de Starship durant l'année 2024, il faudra bien lui trouver une place à cette deuxième tour. D'ailleurs, à ce sujet, je serais curieux de savoir quels sont vos pronostics, les terriens. En tant qu'expert du programme Starship, dites-moi combien de lancements, selon vous, SpaceX va effectuer au cours de cette année. Les pronostics, comme d'habitude, sont pour les commentaires. Allez les terriens, maintenant on passe aux questions des abonnés et je vais prendre celle de Sylvain. Est-ce qu'un vaisseau ou satellite en orbite géostationnaire doit aussi être à 28 000 km/h ou plus ou moins et peut se mettre en orbite à n'importe quelle distance de la Terre ? Tu soulèves ici un problème dont on parle assez peu et qui en effet peut interroger notre esprit critique. On ne parle généralement que de cette sacrée vitesse orbitale de 28 000 km/h comme s'il s'agissait d'une constante universelle, et bien que nenni. En fait, à chaque altitude orbitale correspond une vitesse orbitale qui lui est propre. Ok, mais alors plus on va haut et plus il faudra aller vite ? Eh bien, pas tout à fait, car plus on s'éloigne de la Terre, moins son attraction est forte et plus le rayon de l'orbite est large. Et donc, moins la vitesse de rotation angulaire requise autour de celle-ci, nécessaire à créer une inertie suffisante pour lui échapper, est élevée. La traditionnelle valeur de 28 000 km/h, ou 7,9 km par seconde si on préfère, bien ancrée dans notre mémoire, correspond en fait à une orbite théorique au niveau du sol. C'est donc un peu risqué dans la pratique, surtout compte tenu de la présence de l'atmosphère. Tout se passe donc généralement un peu plus haut, et par habitude nous conservons cet ordre de grandeur car il ne diminue que faiblement à une altitude orbitale plus standard de 200 km, qui constitue généralement la porte d'entrée à l'espace pour les engins spatiaux lancés du sol. La chose peut d'ailleurs paraître curieuse, mais une fois cette première étape atteinte, changer d'orbite pour une autre assez proche est assez facile et peu gourmand en énergie, comme si l'effort colossal exigé et réalisé initialement pour s'arracher de la surface terrestre était un ticket d'entrée suffisant pour quelques futures cabrioles orbitales autour du globe. En fait, dans l'espace et le vide total, il n'y a aucun frein naturel au mouvement, aucune déperdition forte qui vous ferait ralentir inexorablement.
Un objet qui a acquis une certaine vitesse conserve intacte l'énergie cinétique correspondante. Cette énergie emmagasinée peut servir à aller tout droit indéfiniment, ou alors à tourner en rond autour d'un centre d'attraction gravifique. Profitons d'ailleurs de l'occasion pour rappeler que les orbites de nos satellites artificiels sont généralement parfaitement circulaires, car plus adaptés à des missions d'observation scientifique ou des retransmissions par signal radio vers le sol. Mais ces jolis cercles ne sont pas la norme, et les planètes, y compris la nôtre, adoptent fréquemment des trajectoires nettement moins rondes. Grâce à l'observation directe du mouvement des planètes, Kepler, Johann de son petit nom, qui croyait fermement à l'héliocentrisme, même si cette idée n'était pas encore très partagée à cette époque, a rapidement noté que les planètes ne suivaient pas un cercle parfait, autour du Soleil en tout cas, mais circulaient sur des trajectoires plutôt elliptiques. L'observation de celle-ci à la lunette, instrument scientifique en plein essor à cette époque, lui a permis de découvrir que leur course obéissait à une loi de proportionnalité entre vitesse et rayon de courbure de leur orbite. Au plus près du Soleil, elle semblait accélérer, puis ralentir ensuite en s'en éloignant, avec une vitesse minimale au point du plus grand éloignement, également appelée l'apogée. L'écriture sous une forme mathématique simple de cette découverte a abouti à la formulation d'une loi, appelée loi des airs, que l'on peut résumer de la sorte. Sur un même intervalle de temps, une planète ou un satellite, en se déplaçant sur sa trajectoire elliptique, va balayer des airs ou surfaces identiques, qu'ils soient loin ou près de son attracteur. La nature le force ainsi à accélérer quand il tourne court et le ralentit quand il élargit son rayon de courbure en s'éloignant. C'est ce qu'illustre le schéma sur lequel vous voyez les airs bleus S1 et S2 de formes différentes mais de surfaces balayées identiques. Monter d'une orbite circulaire à une autre plus haute revient donc à utiliser temporairement une trajectoire elliptique qui va servir d'ascenseur en quelque sorte. Il faudra une première accélération initiale pour s'extraire de l'orbite de départ, un voyage de transfert par une orbite de transfert bien nommée, puis à l'arrivée, nouvelle accélération pour venir se stabiliser sur l'orbite circulaire visée. Vous noterez donc qu'il aura fallu accélérer 2 fois pour au final à l'arrivée aller moins vite qu'au départ. Décidément, rien ne semble logique dans l'espace. Pour de petits changements d'altitude en proche banlieue terrestre, pas besoin de gros moteurs fusées pour cette manœuvre, les satellites l'effectuent régulièrement pour diverses raisons liées à leur mission, à l'aide de petits thrusters embarqués. C'est ainsi que les petits changements d'altitude sont très fréquents autour de la Terre, même pour l'imposant ISS qui doit se dérouter de temps en temps pour limiter un risque de collision par exemple. A l'inverse, une orbite géostationnaire sur laquelle le satellite circule sur une trajectoire parfaitement circulaire dans le plan équatorial autour de la Terre en 24 heures est perchée à près de 36 000 km au-dessus de la surface de celui-ci, compte tenu du rayon terrestre égal à 6 378 km. Notre satellite devra ensuite s'y déplacer à la vitesse de seulement, pourrait-on dire, 11 000 km à l'heure pour s'y caler définitivement. En partant depuis une orbite terrestre basse, la différence de vitesse est dans ce cas très importante, on passe en effet de 28 000 à 11 000 km à l'heure, et pour autant il faudra donner une sacrée impulsion pour monter jusqu'à cette altitude et circulariser son orbite. Donc pour répondre à ta question initiale, il n'est définitivement pas possible de sauter les étapes en se contentant d'atteindre la vitesse moindre d'une orbite haute. Et oui, désolé, mais l'espace ne fait pas de réduction sur le ticket d'entrée à l'orbite. Curieuse mécanique spatiale tout de même, où il faut accélérer pour aller moins vite à l'arrivée, pas très intuitif tout ça, un principe que votre assureur vous déconseillerait de tester en voiture sur nos routes terrestres en tout cas. Et voilà les terriens, notre traditionnel tour d'inspection des travaux de la Starbase de la semaine est terminé, j'espère que vous en êtes sortis ragaillardis, et si la vidéo vous a plu, vous connaissez désormais les gestes qui soutiennent notre travail. N'oubliez donc pas en premier lieu de vous abonner à la nouvelle chaîne qui sera entièrement consacrée au programme Starship de SpaceX. Ensuite et comme toujours, merci de partager cette vidéo, de la commenter, d'activer la cloche de notification du journal de l'espace, et surtout de faire briller ce pouce en l'air de YouTube. Quant à nous, on se retrouve dès ce vendredi pour l'actualité spatiale, donc à très bientôt les terriens.